Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des 3 sagesses chinoises. Pourquoi les 3 sagesses? D'abord parce que Marcel Granet, le grand sinologue de l'entre-deux-guerres, a écrit un livre qui s'appelle « Les 3 religions chinoises ». Et que quand on visite la Chine, j'ai accompagné plus de 60 voyages en Chine, on voit des temples taoïstes, des temples confucéens, des temples bouddhistes, donc on pense que ce sont des religions, comme les nôtres. Mais pas du tout. En chinois, ça s'appelle les 3 enseignements. Et ce sont 3 manières de répondre aux différents problèmes de la vie quotidienne. J'ai commencé par le taoïsme parce que, d'abord il faudrait dire les taoïsmes, parce qu'il y a un taoïsme lettré, un taoïsme populaire. C'est de toute façon la suite du chamanisme ancestral qui a habité la Chine depuis très longtemps. On oublie toujours que les Chinois cultivent les céréales depuis que celles-ci font partie du patrimoine de l'humanité, c'est-à-dire au bas mot 10 000 ans. Et que donc ce rapport à l'invisible, quand un paysan prend une motte de terre et l'émiette, il dit ça c'est de la terre à maïs, il n'a pas besoin d'avoir fait l'INRA, il sait, parce qu'il sent. Et donc cette familiarité avec l'invisible a perduré dans le chamanisme chinois et elle est toujours très vivante. C'est pas forcément mis en avant, mais ça a donné des choses que vous connaissez sans doute. Par exemple, ça vous est arrivé, à vous comme à moi, d'entrer dans une pièce et de dire « je ne me sens pas bien ici ». Mais on ne peut pas en dire plus parce qu'on ne nous a pas appris à en dire plus. Eh bien, de cette sensation de l'invisible, les Chinois ont fait une science. Ça s'appelle le feng shui. Feng, c'est le vent, shui, c'est l'eau. Donc c'est la science des courants d'eau et des courants d'air, des courants visibles et des courants invisibles. Les enfants du chamanisme. Et puis vers 500 avant, il y a une mutation technologique qui correspond un peu à l'époque qu'on est en train de vivre, c'est la multiplication du fer en Chine. Et avec le fer, on fait des charrues puissantes et des épées mordantes. Les charrues puissantes, ça développe la production agricole, le développement de la production agricole, ça développe la démographie. Et les différentes provinces chinoises décuplent leur population, et donc elles ne peuvent plus être gérées féodalement, comme c'était le cas jusqu'avant. En même temps, elles vont se faire la guerre, et ça ne va plus être la guerre en dentelle, ça va être Verdun, ça va être des fois 10 000, 40 000 morts sur le champ de bataille, avec des armes nouvelles en fer. Et donc, un certain Confucius va se dire qu'il faut faire quelque chose. Et il va opérer quelque chose de révolutionnaire, il va ouvrir la première école privée du monde, en disant « Je donne mon enseignement à quiconque, ne me donnerait-il en échange que quelques lamelles de viande séchée ?» Les lamelles de viande séchée, ça reste un diamant de la cuisine chinoise. Mais en ouvrant son école à tous, il sapait le système féodal dont il venait. Et en disant que la noblesse de sang, celle qui se reçoit, ne compte pas pour lui, seule compte la noblesse du cœur, celle qui s'apprend. Et en fait, il disait à ses élèves, que vous soyez manant, paysan ou prince, je vais vous apprendre à vous conduire noblement. Et il va créer une classe sociale qui perdure jusqu'à maintenant, la classe des lettrés, qui va gérer la Chine jusqu'à la Révolution et qui la gère encore sous la houlette du Parti communiste chinois. Les écoles du Parti communiste chinois sont les endroits où on peut discuter le plus librement de toute la Chine. Et la première phrase du premier entretien de Confucius, « Étudier une règle de vie et l'appliquer au bon moment, n'est-ce pas là une grande joie ?» Or, dans les écoles du Parti communiste chinois, vous avez un cycle de 3 fois 3 ans. Dans chaque cycle, au bout de 2 ans d'études, vous êtes mis sur le terrain.
on vous donne à gérer une petite ville, on vous donne à gérer un hôpital, et puis vous recommencez après 2 ans d'études, puis là on vous donne à gérer un problème politique plus important. Et donc il y a à chaque fois ce brassage yin-yang entre l'étude et l'application. C'est ça que le confucianisme a apporté à l'esprit chinois. Quant au bouddhisme, c'est une religion étrangère. Et il a apporté aux Chinois ce dont ni Lao Tse ni Confucius n'avaient beaucoup parlé, qui est la compassion, qui est la responsabilité vis-à-vis des humains, ne pas tuer, et du monde animal, ne pas tuer. Donc il a apporté la compassion et la douceur, et un rapport à la mort tout à fait apaisant, dont ce grand pays avait besoin.